Alors, ça fait un moment que je n'ai pas raconté mes histoires sympathiques pour toute la famille. On va rectifier le tir. Oui, on a été sur le pied de guerre avec le Covid. Et je n'avais plus trop le temps de venir discuter et raconter tout ça. Maintenant que la crise est un peu passée, je reviens, prête à vous rendre phobique des hôpitaux. Si je me souviens bien, j'avais parlé des bizutages la dernière fois. Il y a encore plein de trucs à dire. Mais j'ai envie de varier un peu. Alors, voyons quel thème je pourrais aborder aujourd'hui. Ah oui, les services psychiatriques. Là aussi, il y a une tonne d'anecdotes horribles qui devraient vous ravir, mes petits psychopathes adorés. Avant, j'aimerais répondre à une remarque qui revient régulièrement sur le fait que je sois détachée et manquerais de respect aux victimes quelque part. Bon, vous vous doutez bien que j'ai eu le temps de prendre du recul sur ces histoires, que j'essaie de faire quelques blagounettes pour rendre le tout moins lourd et moins déprimant. Mais aussi que je suis médecin, et donc que je dois savoir prendre du recul. Quand un pimpin arrive aux urgences avec le bras à moitié arraché, parce qu'il s'est amusé à jouer avec une grenade que son grand-père gardait de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir garder son sang-froid. C'est le principe du boulot. Alors, de base, la psychiatrie, ce n'est pas ce que j'aime. Franchement, les malades mentaux me font peur. Oui, ce n'est pas gentil, mais c'est comme ça. Ils sont imprévisibles, et ont des réactions super bizarres la plupart du temps. Et pourtant, il faut que l'on passe une partie de notre internat en institut, ou service psychiatrique pour valider nos études. C'était l'enfer pour moi. Et en plus, le service de mon hôpital était, et est toujours d'ailleurs, affreusement glauque. Je vous jure, imaginez un vieux sanatorium peint à la va-vite en couleurs chaudes et positives, mais qui se sont délavés au bout de 3 mois. Je vous assure, on dirait la chaufferie de Kruger reconvertie en garderie. Mais bon, personnellement, je m'arrangeais toujours pour être le moins possible au contact des patients, en me farcissant toute la paperasse dont personne ne voulait. Un échange de bons procédés entre collègues. Un jour, j'ai malheureusement dû m'y résoudre à contre-cœur, suite au coup de gueule du chef de service. Je me suis ainsi occupée des soins d'une jeune femme nommée Micheline. Oui, les noms sont modifiés comme d'habitude. Elle est sérieusement schizophrène. Le souci avec Mich était qu'elle avait la fâcheuse manie de ne jamais prendre ses médicaments. Elle trouvait constamment un moyen de nous rouler pour ne pas les avaler, en les cachant dans sa bouche ou en les régurgitant. Même maintenant, je ne reviens pas d'un tel génie et d'une telle créativité pour ne pas suivre son traitement. Impressionnant. Bref. Elle avait donc souvent des crises à cause de sa maladie, et délirait souvent. La plupart du temps, elle restait prostrée dans un coin, en observant nerveusement tout ce qui se passait dans la salle de repos, où les patients passent la majeure partie de leur temps. Ouais, ses délires étaient du type paranoïaque. Son psy galérait à établir la communication. Mais le bougre y arrivait quelquefois. Parfois, il nous racontait un délire récurrent et étrangement cohérent qu'avait Micheline. Oui, secret médical, tout ça. Nous sommes de fiefés filous, et l'ordre ne serait pas fier, je sais. Ce délire était assez particulier. 1 à 2 fois par semaine, quelque chose venait l'observer depuis la vitre de la porte de sa chambre. Systématiquement vers 2 heures du matin. Elle décrivait le monstre comme une chose affreusement déformée et écarlate. Un nez patate avec des croûtes, et creusé par endroits. Des yeux vitreux et globuleux, marrons, parsemés de nerfs rouges vifs, et qui semblaient sur le point d'être éjectés de leur orbite. Les dents de la chose étaient noires et brisées, pourries et infâmes. Tout comme ses lèvres étaient gercées et trouées de plaies régulières. Le reste du visage était à l'image du nez, immense et creusé, empli de croûtes et de creux, d'où suintait un liquide blanc immonde mêlé à des sudations abondantes. Les gouttes de sueur perlaient de sa longue barbe trouée et irrégulière. La patiente appelait ce croque-mitaine Mugriento. Elle est d'origine espagnole. Micheline expliquait à son psy qu'elle avait conclu un marché avec Mugriento. Enfin, plutôt qu'elle accomplissait une sorte de rituel afin de conjurer la créature. Elle venait avec sa respiration difficile et bruyante, puis la fixait en souriant depuis la vitre, tout en soufflant sur cette dernière afin d'écrire un message avec la buée. Selon elle, c'est ainsi qu'elle aurait conclu leur accord. Elle faisait passer ses médicaments en dessous de la porte, notamment ses antipsychotiques, et devait ensuite remettre sa main sur la vitre. Mugriento faisait de même, puis tentait d'ouvrir la porte. Toujours en vain. On ferme les chambres à clé. Il récupérait les médicaments après ses essais avant de s'en aller. Jusqu'à la prochaine fois. Bon, après diverses théories psychanalytiques, mon collègue en a conclu qu'il était largué,
et prévoyait de transmettre son cas à son ancien directeur de thèse, qui était une pointure en psychiatrie. Très peu de temps après, pendant que l'on se baladait dans le couloir des chambres, alors que les patients étaient dans la salle de repos, nous avons fait quelques blagues douteuses sur le Mugriento. C'est alors que je me suis approchée de la vitre de Micheline, et que j'y ai vu de la buée, avant de remarquer qu'il y avait vraiment un message écrit dessus. On a paniqué. Puis on s'est dit que c'était elle qui les avait écrits. Mais on s'est vite rendu compte qu'elle était marquée depuis l'extérieur. On a appelé les infirmiers, souvent très costauds, et la police. Un agent envoyé par le commissariat local, et les infirmiers ont fouillé le bâtiment à la recherche d'un intrus. Sans succès. Le flic est reparti en pensant à une mauvaise blague d'un de nos pensionnaires. Ce qui était possible, mais super problématique. Ça voulait dire que l'un d'entre eux avait les clés de sa chambre, et qu'il s'amusait à empêcher une patiente de prendre son traitement. Il fallait donc l'attraper. Là, certains doivent se poser la question des caméras de sécurité et des infirmiers de garde. Il faut savoir que l'on n'a plus un sou dans l'hôpital. Alors on n'a pas remplacé les caméras défectueuses depuis un bon moment, et on n'a pas de personnel de nuit. Enfin, si, mais ils viennent en renfort dans les autres ailes pendant que les patients psychiatriques dorment. Alors, oui, c'est sans surveillance. Bref, un groupe de volontaires s'est mis en planque tous les soirs de la semaine, pour trouver le responsable. Pas moi. Pas question que j'entre dans cet enfer de nuit, pour traquer un boogeyman en plus. Je suis docteur, pas héros de films d'action des années 80. Le reste, ce sont mes collègues présents qui me l'ont raconté. Et il est possible que ce soit un brin exagéré. Je ne le saurai jamais. Un type s'est effectivement présenté vers 2h du matin, avec une démarche étrange et pataude. D'abord effrayés, ils n'ont pas osé y aller jusqu'à ce que l'homme prenne la fuite, en remarquant leur présence. Ils ont donc poursuivi Mugriento jusque son repère, qui n'était pas très loin, dans l'hôpital en fait. Il faut savoir que nous avons de vieux sous-sols désaffectés, accessibles par des petites fenêtres au sol depuis l'extérieur. Et c'est là que vivait ce type. Un SDF complètement fou qui se shootait aux produits médicaux, et vivait dans cette cave sombre, remplie de déchets et d'excréments. Il venait voir Micheline pour se droguer avec son traitement, qui mélangeait avec du whisky, au vu du nombre de bouteilles de Label 5 vides qui traînaient là-bas. C'est là que les infirmiers ont fait une erreur, en voulant le poursuivre afin de le virer. Alors qu'il descendait dans son repère, le vieux clochard a poignardé Jaco, plusieurs fois avec une seringue usagée. Il est vite sorti, et la police s'est chargée de faire dégager ce cinglé. Jaco s'en est pas mal sorti. Il n'a pas chopé la peste bubonique et va bien aujourd'hui. Mais bon, il ne s'approche plus des vieux SDF louches. On part sur la seconde et dernière anecdote du jour. Je n'en ai pas des masses sur ce thème. Comme je vous le disais, je suis partie le plus vite possible de la psychiatrie. Celle-ci a été vécue par Morissette. Ce n'est toujours pas son vrai nom, et heureusement pour elle. Une collègue et amie que je connais depuis longtemps. On travaillait ensemble dans l'aile psycho, et elle avait en charge un patient avec un trouble assez spécial. Le syndrome de la main étrangère dans sa variante corps calleux. Bon, je vous fais une description rapide. Les intéressés, allez voir sur Wikipédia. En gros, il s'agit d'un trouble neurologique, faisant que le patient ne contrôle plus une de ses mains. Cette dernière semble possédée par une volonté externe. En réalité, l'inconscient, et dans la variante corps calleux, la main cherche à nuire aux actions de l'autre main, comme une sorte d'antagoniste étrange. Enfin, nuire, plutôt devenir la main dominante, en effectuant les actions à la place de la bonne main, comme écrire ou toute autre action faite par la main motrice. Alors, c'était un patient très gentil de base. Nous allons l'appeler Pierre-Jules, mais son syndrome le rendait très spécial. Il se tenait toujours la main, comme s'il voulait éviter qu'elle ne fasse des bêtises. Les premiers temps, il réclamait la camisole de force, et faisait tout pour la récupérer lorsqu'on la lui ôtait. C'était un moyen pour lui d'éviter que sa main ne fasse n'importe quoi, je pense. Le plus perturbant était qu'il pouvait passer des heures à discuter avec sa main, qui lui répondait par des signes, afin de marchander pour qu'elle se calme. Je vous jure, j'avais l'impression d'entendre un négociateur tenter de convaincre un forcené de libérer des otages. Visiblement, le succès n'était pas au rendez-vous. Forcément, on ne parlemente pas avec le subconscient. C'était la triste réalité. Pierre-Jules voulait vraiment que ça s'arrête, afin de reprendre une vie normale. Oui, ce n'était pas un syndrome de naissance, mais le résultat d'un choc émotionnel.
Il avait dû subir une intervention neurochirurgicale, suite à un traumatisme crânien après un accident de car. Il y avait eu pas mal de morts ce jour-là, mais il s'en était sorti heureusement. Même si c'était avec des séquelles. Le signe manifeste de celle-ci étant ce syndrome. Ma collègue était partie sur une théorie. Que ces négociations et ces discussions avec sa main étaient une concrétisation d'un complexe du survivant et d'une culpabilité refoulée. Morissette voulait justement accompagner et déclencher ces discussions afin que le patient exprime et extériorise ce qu'il refusait d'admettre. À cette fin, elle avait installé un dispositif personnel d'enregistrement dans la chambre du patient. Non, je ne vous les ferai pas écouter. 3 raisons. D'une, la flemme de faire la retranscription. De 2, je ne veux pas qu'on puisse identifier ma pote, car ce n'est pas totalement légal comme pratique. Et de 3, je ne les ai pas. Elle essayait aussi de limiter au maximum la camisole pour que la main reste libre, estimant qu'elle n'était qu'une béquille, n'ayant que pour conséquence d'entraver la thérapie de Pierre-Jules. Je suis très sceptique sur la psycho en règle générale. Et cet épisode ne m'a pas convaincu. Ouais, c'est très beau sur le papier, mais ça l'est moins dans la pratique. En effet, sa main, possédée, parasitait constamment les agissements de l'autre. Il voulait boire un coup de sa main droite, la main directrice, et la main gauche, la main possédée, agripper le verre en tentant de l'arracher à l'autre main. De même pour manger, s'habiller, ou toute autre activité quotidienne. Vous vous doutez bien que ce n'était pas des plus simples pour le pauvre bougre. Il devait compter sur les infirmiers comme s'il était manchot. Et dans les faits, il l'était tant que sa main gauche pouvait agir librement. Morissette s'est donc particulièrement penchée sur son cas, et elle a appris de ses enregistrements quelque chose de particulièrement intéressant. Pierre-Jules était persuadé que sa main était habitée par l'esprit de sa femme, morte dans l'accident de car. Il décrivait cette dernière comme totalement obsédée par le contrôle, et cherchant constamment à faire les choses à sa place. Une conjointe particulièrement dominatrice. Le pauvre cas alternait entre périodes de rage et crises de larmes lors de ses discussions avec sa main. Forcément, pour lui, il parlait à sa femme morte. Cette découverte n'a fait que renforcer la conviction de Morissette sur un complexe du survivant et d'une culpabilité sous-jacente. Le fait d'associer sa femme à son trouble n'était pas anodin. Elle pensait que le type s'en voulait d'autant plus, en raison de sa sensation de libération par rapport à la domination de sa femme. Le mélange de tout ça, entre choc, problème psy et complexe, créait ainsi une situation particulière. Sans compter des superstitions auxquelles Pierre-Jules croyait dur comme fer depuis son enfance. Enfin, vous voyez le cocktail. Bref, le temps passait, et ma collègue n'obtenait aucune avancée sur son cas. Ce qui la frustrait beaucoup. Pire encore. L'état mental du patient se dégradait. Son délire le poussait à penser qu'il n'avait aucune intimité, qu'il ne pouvait plus agir seul, que son propre membre était sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Au fil des semaines, l'anxiété et la dépression gagnaient du terrain dans l'esprit du malade, et cela peu importe les médicaments, traitements ou mesures prises par le personnel. C'est simple, Morissette commençait à être dépassée par ce cas. Elle essayait des trucs expérimentaux, comme organiser des thérapies de couple entre lui et sa main par exemple. Une chose notable était que cette dernière, bien que n'étant pas directrice de base, écrivait parfaitement, et avec une écriture totalement différente de celle de Pierre-Jules. Ce genre de truc on peut le retrouver dans d'autres troubles, comme le dissociatif de l'identité. Mais toujours est-il que ça renforçait notre pimpin dans son délire. Bon, sans surprise, la thérapie de couple n'a pas très bien marché. Et la situation continuait à empirer. Sans mauvais jeu de mots, ils en sont venus aux mains. Oui, après une engueulade publique, ce qui arrivait de plus en plus souvent, avec sa femme, sa main l'a frappé au visage. Et il a rétorqué en explosant cette dernière contre le mur. Bon, le garçon a été maîtrisé et mis sous sédatif. Mais c'était pas alarmant quand même. Le plus bizarre était que lors de son isolement, il a discuté avec sa moitié pour que cela ne se reproduise pas. Un profond sentiment de culpabilité semblait l'atteindre. On ne peut pas dire que les semaines suivantes ont amélioré son état, mais la cohabitation semblait plus harmonieuse. La discussion avait visiblement porté ses fruits. Sa main ne cherchait plus à tout faire. Et notre homme prenait soin d'elle. Manucure, vernis, etc. Un compromis précaire. Mais évitant des crises de violence. Enfin, cela n'a pas duré, car les tensions sont vite revenues. Les deux ont relâché leurs efforts. En gros, lui criait,
et sa main écrivait en lettres capitales. Donc ces disputes étaient quotidiennes. Un calvaire. De fil en aiguille, la situation s'aggravait de plus en plus. Et les excès de violence se sont fait plus réguliers. Si bien qu'il a fallu le laisser sous camisole. Aux grandes dames de mon ami. Bref, son cas était loin de s'améliorer. Et aucune issue possible ne se dessinait. Le pire était que le délire se renforçait. La main était au courant de détails de la vie de la femme de Pierre Jules, que lui-même ne semblait pas connaître. Enfin, que sa mémoire consciente ne connaissait pas en tout cas. Que ce soit des souvenirs d'enfance, des éléments précis de la vie de celle-ci. Enfin, ce genre de choses. Vous voyez l'idée. Ce n'était pas bon signe du tout. Le délire était très bien ancré dans l'esprit du patient. Aucun manuel n'a de méthode pour traiter ça. Alors Morissette a décidé de faire appel à des gens plus expérimentés. Comme une connaissance à elle qui était un éminent chercheur en psychiatrie. J'ai oublié son domaine. Et j'ai la flemme de rechercher. Tant pis. Que l'on va surnommer Charles Esteban. Lui-même était assez désarçonné par ce cas plus que singulier. Il ne savait pas vraiment quoi faire, en sachant que les IRM ou analyses ne montraient pas grand-chose de spécial par rapport aux standards. Alors, ils ont tenté diverses thérapies un peu à tâtons, afin de déterminer un axe plus prometteur que les autres. Je n'ai pas les détails en tête par rapport à ce qu'ils ont pu faire, surtout que j'avais quitté ce service depuis un moment. Mais ça a plus ou moins marché. Enfin, disons que Pierre Jules a abdiqué. Il laissait à présent sa main prendre le contrôle. Et donc il pouvait peu à peu reprendre des activités quotidiennes normales, ayant récupéré sa motricité. Cependant, sa dépression était rentrée dans une phase apathique, ce qui faisait craindre un effondrement psychotique à ma collègue. Il fallait que le patient s'occupe l'esprit, et ne passe plus ses journées à regarder par la fenêtre pendant que sa main faisait des trucs à côté. Pierre Jules a donc consenti à faire une activité, la cuisine. Chose qu'il adorait faire avant l'accident. Bien sûr, sous surveillance d'un infirmier, et loin des couteaux tranchants. Mais bon, est arrivé ce qui devait arriver. Après quelques semaines à jouer le jeu, la vigilance de l'infirmier s'est relâchée, et Pierre Jules en a profité. Il avait caché sur lui, depuis plusieurs jours, une dose d'anesthésiant qu'il avait volée Dieu sait comment. Il se l'est injecté brutalement dans le bras gauche, avant de le plonger dans le broyeur à viande, pendant que sa main tentait vainement de l'en empêcher. L'infirmier, ayant réagi immédiatement, a témoigné que l'homme pleurait simplement de soulagement et de douleur mêlée. Malgré sa prise en charge rapide, sa main a dû être amputée. Peut-être pour le mieux finalement. Aujourd'hui, il semble complètement guéri, sans que ni ma pote, ni le prof ne comprennent bien pourquoi. Ce syndrome est normalement la manifestation d'un trouble, et le membre n'est pas censé être le problème en soi. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Perso, je m'en vais sur cette dernière anecdote. Sincèrement, je ne suis vraiment pas à l'aise avec les cas psy. Et ces souvenirs ne m'enchantent pas. Bon. N'oubliez pas de me laisser votre avis, vos anecdotes. J'aime bien vous lire et échanger avec vous. C'est un peu pour ça que je vous raconte mes anecdotes à la base.